Bonsoir chers étudiants et bienvenue à nouveau dans cette session de cours de la gestion des ressources humaines. Et aujourd'hui, nous allons parler de la santé et la sécurité au travail. Il faut dire que la pandémie du Covid-19 nous donne l'opportunité à nouveau de questionner ou tout au moins de mettre sur la table tous les engagements des employeurs en matière de santé et sécurité au travail. Notons déjà que l'employeur a l'obligation d'offrir à l'employé un environnement sain qui ne pose aucun problème, ne présente aucun risque pour sa santé et sa sécurité. C'est une disposition légale qui est impérative en ce qui concerne les organisations. Notons donc que la pandémie du Covid-19 est donc l'occasion pour nous de revisiter quelques dispositions légales en matière de santé et sécurité au travail. Nous avons tous observé, comme de manière un peu exceptionnelle, que toutes les entreprises ont pris un ensemble de dispositions, bien évidemment pour respecter les mesures barrières, les dispositions qui vous poussent à observer que les employés ont désormais un masque, les employés ont des gants pour certains d'entre eux, ils ont des gels hydroalcooliques, ils ont également pour certains un nettoyage particulier, mais surtout à l'entrée de chaque administration, de plus en plus de chaque entreprise, vous avez une bonbonne d'eau qui vous indique que vous devez vous laver les mains avant d'avoir accès au bâtiment. Alors, lorsqu'on voit toutes ces dispositions, on peut se dire, waouh, quelle disposition spéciale. Certes, pour lutter contre la pandémie, mais vous allez très vite vous rendre compte que ce sont des dispositions qui sont prévues dans la législation et qui, à la limite, sont simplement renforcées du fait de la pandémie. Donc, revisitons quelque peu les dispositions légales en matière de sécurité et santé au travail dans la législation camerounaise. Lorsque je parle de législation camerounaise ici, j'évoque principalement le Code du travail et puis le statut général de la fonction publique. Bien évidemment, vous avez d'autres dispositions, notamment les conventions collectives, les décrets, les textes et plusieurs éléments réglementaires. Mais ici, attaquons-nous à ces deux outils fondamentaux qui concernent les employés. Alors ça, ce sera vraiment un rappel qui sera un rappel nécessaire pour que les employés comprennent quels sont leurs droits. Et de l'autre côté, que l'employeur, à travers justement son responsable ressources humaines, comprenne également quelles sont les obligations de l'entreprise. Et par la suite, nous allons à l'occasion ou alors à la faveur de la pandémie de Covid-19, essayer de voir comment est-ce que cette pandémie est adressée dans la législation camerounaise. Alors, commençons par visiter les dispositions qui portent sur la santé et la sécurité au travail. Notons déjà que lorsqu'on visite le statut général de la fonction publique et le code du travail, on se rend compte que la santé et la sécurité des travailleurs, abordés ici, ces éléments sont abordés à travers 4 principaux points. Premier point, c'est la prévention des maladies et des accidents. Il y a des dispositions qui permettent justement d'anticiper et de prévenir les maladies. Il y a ensuite, le deuxième point, la prise en charge des frais liés aux accidents et maladies dites professionnelles. Troisième élément, il y a la participation de l'État pour des accidents et même des maladies qui sont considérées comme étant non professionnelles. Et bien entendu, il y a la prise en charge également de l'État pour des évacuations sanitaires. Voilà ce qui est prévu en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail. Commençons par le premier point, la prévention des maladies au sein de l'entreprise. Et là, visitons quelques dispositions du statut général de la fonction publique. Alors, je voudrais lire ici avec vous quelques dispositions qui nous interpellent et qui présentent un ensemble d'obligations. Alors, ces dispositions sont mentionnées dans les articles 5 à 11 du statut général de la fonction publique. Alors, prenons quelques exemples, comme ça au pif. Prenons l'article 6. Alors, l'article 6 nous dit les locaux affectés au service public, leurs dépendances, les passages et les escaliers doivent être constamment propres. C'est une obligation légale. Ces éléments doivent être suffisamment aérés et convenablement éclairés, disposer des toilettes équipées, d'appareils sanitaires en nombre suffisant et possédant de l'eau courante. C'est une obligation légale. Nous pouvons aller plus loin. L'article 7 rappelle que les fonctionnaires doivent disposer dans leur lieu de travail de l'eau potable en quantité suffisante, contenue dans des récipients donnant toutes les garanties de salubrité, disposer également des vestiaires au cas où ils soient amenés à modifier leur habillement dans l'exécution de leurs fonctions. Article 8. Les repas doivent être pris en dehors des locaux, dans les lieux sains, spécialement aménagés à cet effet. Et puis la consommation d'alcool et de boissons alcoolisées est interdite pendant les heures de travail. Alors lorsqu'on voit ces dispositions, on se rend très bien compte que ce sont des dispositions antérieures à la pandémie du Covid qui sont simplement renforcées et qui sont des obligations de l'employeur et des droits
pour l'employé. Alors, deuxième point, là, c'est vraiment pour prévenir les maladies. Il faut observer un minimum de conditions d'hygiène. Deuxième point, la prise en charge des frais occasionnés par des accidents et des maladies professionnelles. Alors, lorsqu'on parle de ces prises en charge, il faut dire que ces prises en charge sont contenues dans les articles allant de 12 à 15. Et nous allons prendre quelques exemples ici. Alors, article 12 est considéré comme imputable au service, quelle que soit la cause, tout accident survenu au fonctionnaire par le fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, pendant le trajet aller et retour entre sa résidence principale ou une résidence secondaire présentant un certain caractère de stabilité et son lieu de service. Est également considéré comme accident de travail, un accident qui survient au lieu de service, au niveau du restaurant, de la cantine ou alors d'une manière générale à un lieu où il prend régulièrement ses repas. Prenons aussi l'article 16. Alors, l'article 13, je voulais dire. Alors, l'article 13 nous dit, est considéré comme d'origine professionnelle toute maladie du fonctionnaire résultant de la nature ou des conditions d'exercice des fonctions. Article 14, en cas d'accident ou de maladie d'origine professionnelle de fonctionnaire, l'État prend en charge ou, à défaut, rembourse la totalité des frais des actes médicaux. Donc, il y a une partie prévention et puis il y a une partie également prise en charge. Et ça, c'est important à rappeler parce que ce sont des droits des employés et des devoirs pour l'employé. Et ici, l'État, en ce qui concerne le statut général de la fonction publique, a un certain nombre de responsabilités. La même chose également, lorsque nous visitons les articles du Code du travail, on se rend très bien compte qu'il y a toute une liste indiquée qui rappelle quelles sont les maladies professionnelles pour lesquelles la prise en charge est totale. Alors, troisième élément, c'est la participation de l'État pour des accidents ou alors des maladies qui ne sont pas considérées comme étant des maladies professionnelles. Il faut dire que là aussi, il y a un ensemble de dispositions qui indiquent quels sont les engagements qui sont ceux de l'État. Et surtout, ce qui est important à relever lorsqu'on prend ce troisième aspect, c'est que la santé et la sécurité de l'employé interpelle l'employeur, qu'il s'agisse des conditions de prévention, des conditions de prise en charge pour des accidents et des maladies professionnelles ou alors des accidents et des maladies non professionnelles. La différence entre la prise en charge des maladies professionnelles et non professionnelles, c'est que pour les maladies professionnelles et des accidents sur le lieu du travail ou alors du fait du travail, la prise en charge est totale. Alors que pour les maladies non professionnelles, la prise en charge est essentiellement partielle et peut aussi dépendre des dispositions prévues dans le règlement intérieur ou alors dans le statut de l'entreprise concernée. Et pour ce qui concerne les fonctionnaires, il faut visiter les articles 6 à 17 du statut général de la fonction publique pour voir quelle est la prise en charge de l'État en cas d'accident et de maladie non professionnelle. Alors, le quatrième point, c'est le dernier en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail pour les aspects législatifs. Nous avons la prise en charge de l'État des frais pour évacuation sanitaire. Alors, ça, c'est très important parce que l'État a le devoir de s'assurer effectivement que l'employé est pris en charge. Et très souvent, les évacuations sanitaires ici concernent les maladies qui ne sont pas prises en charge sur le territoire national. Alors, il y a toute une procédure qui indique comment se fait l'évacuation sanitaire et quels sont les éléments du dossier à fournir pour prétendre à une évacuation sanitaire. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que cette disposition ne discrimine ni le niveau, ni le grade, ni la catégorie de l'agent public. Il s'agit de tous les agents publics qui peuvent prétendre effectivement à ces droits. Alors, une fois qu'on a revisité rapidement ces dispositions légales, on se rend très bien compte que la sécurité et la santé au travail constituent pour l'employeur un ensemble d'obligations et pour l'employeur un ensemble de droits. Alors, quand on prend la pandémie du Covid-19, qu'est-ce qu'on peut dire en matière de réglementation? Est-ce que c'est une maladie professionnelle? Oui, non. Oui, pour certains, évidemment, pour ceux qui sont directement concernés par les soins des malades. Et je pense là au centre hospitalier, je pense également aux morgues, je pense aux ambulanciers. Bref, tous les agents sanitaires qui prennent en charge les malades du Covid. Pour eux, le Covid-19 est considéré comme une maladie professionnelle. Et en cas d'accident, disons en cas de contamination, l'État prend totalement en charge. Ça, c'est au-delà des dispositions particulières que l'État prend dans un contexte de pandémie comme c'est le cas. Alors, au-delà de ces métiers, il peut être difficile d'établir le lien entre la contagion
et le travail effectué par certains personnels. Ça, c'est valable pour certaines entreprises, mais retenons quand même que pour les entreprises considérées comme étant indispensables à l'économie, il y a des dispositions particulières qui peuvent être prises. Et nous avons vu comment est-ce que les législations d'ailleurs également prennent cette préoccupation en compte. Je pense là aux alimentations qui sont obligées de rester ouvertes et qui accueillent beaucoup de monde. Là, je pense à la caissière, je pense également aux pharmaciens, etc. Autant de métiers qui sont obligés justement d'être en activité pendant la pandémie. Pour ces métiers-là, même si la législation ne le prévoit pas, on peut considérer que la contagion au Covid est un accident ou alors la maladie pourra alors être considérée comme étant une maladie professionnelle. Mais pour l'instant, les dispositions légales ne le prévoient pas et c'est un aménagement qui peut effectivement être consenti. Toujours est-il que la pandémie du Covid-19 indique quelques vulnérabilités législatives qui pourraient être corrigées. On imagine par exemple que la liste des maladies professionnelles ne soit pas aussi précise en ce qui concerne les maladies virales. Parce que pour l'instant, le tableau 47 dont je vous ai parlé indique précisément l'hépatite. On pourrait donc imaginer qu'on ait des maladies professionnelles qui indexent une famille de virus. On peut dire maladie virale de telle catégorie, alors de telle famille, ça permet d'avoir un champ beaucoup plus large. De même également, lorsqu'on apprécie les métiers qui peuvent être concernés par cette pandémie, et notamment, je pense là aux métiers qui restent ouverts au public, malgré les restrictions prises, ces métiers peuvent également faire l'objet d'aménagement. C'est vrai qu'il s'agit d'un cas exceptionnel, et à cas exceptionnel également, disposition exceptionnelle, on s'attendrait que les dispositions soient prises pour que les employés de ce secteur soient protégés. Quoi qu'il en soit, retenons que les morts du Covid peuvent être attribuées aux maladies professionnelles dans certains cas et peut-être pas dans d'autres. Et dans ce cas-là, vous savez qu'il y a une incidence également pour les ayants droit, une incidence importante. Lorsque vous êtes mort d'une maladie professionnelle, les ayants droit bénéficient d'une pension de réversion quintuplée. Et donc l'enjeu de qualifier les morts du Covid comme étant des morts pour cause de maladies professionnelles reste un enjeu important et qui peut entraîner effectivement du contentieux au sein des entreprises. Voilà ce qu'on peut dire en ce qui concerne la sécurité et santé au travail, les engagements de l'employeur, les droits des employés, et rappelons que toutes les dispositions que nous voyons émerger en ce qui concerne le Covid sont en réalité des dispositions légales qui sont simplement amplifiées, mais qui doivent rester des dispositions applicables et obligatoires pour l'ensemble des employeurs. Je vous remercie.